PLFSS de cette année, un des amendements proposés visait à interdire purement et simplement l'activité des groupements. Okay. Ce qui n'est pas courant, d'interdire purement et simplement une profession. Le problème, c'est de savoir ce que vous faites du groupement. Quand vous faites un outil, la question, c'est vous en faites quoi? La suspicion, c'est que ce soit un outil qui permette de faciliter le contournement de règles impératives. On est dans un domaine hyper régulé. Donc, cet opérateur ne serait-il pas, quelque part, une sorte de cheval de Troie qui permettrait d'éluder des contraintes? Si on le voit comme ça, un groupement, il est suspect. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pharma Minds. Aujourd'hui, avec Pharma Minds Insight, où je vous propose de décoder des sujets techniques du secteur. BCTG Avocat nous accompagnera régulièrement sur cette année pour nous aider à décortiquer des sujets légaux dans le domaine de la pharma. Et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Hugues Villet de Mézeray, avocat, expert dans le domaine de la pharma et de la santé. Bonjour Hugues. Bonjour Nathalie. Le sujet du jour, c'est le sujet des groupements de pharmacie. Et les groupements de pharmacie font partie du paysage de la pharma aujourd'hui, en France et dans le monde. Et ils ont un rôle tout à fait particulier, intéressant, puisqu'ils sont utilisés par des pharmaciens officinaux qui font pas le choix de l'indépendance et qui veulent se regrouper pour être assistés, accompagnés dans leur installation, dans des notions commerciales, notions de service, notions de communication. C'est ça. C'est l'outil qui a été imaginé par ce secteur de la pharmacie, qui est nombreux. Il y a à peu près 20 000 pharmacies en France. Et donc, ces 20 000 pharmacies qui sont des indépendants, il faut qu'ils s'organisent. Et pour s'organiser, pour mieux se représenter leurs intérêts par rapport au pouvoir public, par rapport aux fournisseurs que sont les laboratoires, etc., eh bien, ils ont l'appui de groupements. Tout à fait. Et ils ont, en fait, les groupements sont un secteur particulier du domaine de la pharmacie parce que c'est aussi le seul acteur qui n'est pas régulé. Et il y a une raison à ça, c'est que c'est un acteur qui ne touche pas directement les médicaments. Alors, c'est ça qui a fait qu'en fait, le groupement, c'est le chaînon manquant de la chaîne pharmaceutique. C'est-à-dire que le code de la santé publique est construit de manière à préciser le rôle et les responsabilités de chaque opérateur qui touche le médicament. Et la pharmacie est le dernier opérateur qui dispense le médicament auprès du patient. Et quand le besoin pratique de groupement est né, eh bien, il n'y a pas de case pour eux. Et il n'y a toujours pas de case d'ailleurs. Donc ce sont des gens qui n'ont pas de statut particulier, qui s'organisent comme ils l'entendent. D'où d'ailleurs la différence sous le mot groupement. En fait, vous avez des choses extrêmement différentes. Vous avez des gens qui sont organisés en coopérative, des gens qui sont organisés en société, des gens qui sont organisés de façon même associative, si on veut, et qui définissent eux-mêmes leurs responsabilités. Ce qui peut plaire ou ne pas plaire d'ailleurs, parce que quand vous êtes dans un univers extrêmement régulé, le seul opérateur quelque part non régulé, forcément, vous gênez éventuellement, vous générez des inquiétudes. Enfin, vous voyez, c'est pas forcément une place facile. C'est pour ça que c'est intéressant de voir qui c'est. D'accord. Et donc aujourd'hui, en fait, ils sont sous les feux des projecteurs parce que justement cette position qui n'est pas régulée. Alors, c'est cette position pas régulée qui fait que quand on s'interroge sur l'avenir de la distribution de médicaments, de l'économie du médicament en général, c'est-à-dire le coût pour la société de ce médicament, eh ben on se dit, est-ce que chaque opérateur a vraiment bien un rôle défini et est-ce que le coût de cet opérateur est légitime? D'accord. Et c'est ça qui provoque des questions. Quand vous voyez un opérateur qui n'était pas prévu, vous pouvez vous dire, j'aimerais bien voir ce qu'il fait. D'accord, ok. C'est en termes d'actualité en fait sous le feu des projecteurs. Il y a eu même un amendement qui a été déposé visant à tout simplement supprimer les groupements. Exact. Et ça vous dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2025. Dans le PLFSS de cette année, un des amendements proposés visait à interdire purement et simplement l'activité des groupements. Okay. Ce qui est pas courant, d'interdire purement et simplement une profession. Okay. Donc notre question du jour, c'est pourquoi. On va chercher à comprendre. Alors, on va rassurer déjà, l'amendement a été retiré. Donc finalement, pour l'instant, les groupements demeurent. Mais pourquoi on a imaginé qu'il était peut-être souhaitable de s'en séparer? Alors, je pense que c'est... Déjà, est-ce qu'on peut revenir peut-être sur cette notion de... Les groupements, donc, sont pas une profession qui n'est pas régulée parce que ça s'est construit comme ça? C'est empirique.
Okay. Le groupement, c'est empirique. C'est né de la vision de certains pharmaciens, d'ailleurs, la plupart des initiateurs étaient des gens qui étaient pharmaciens et qui ont senti, comme on l'a senti dans d'autres univers, tout univers qui est fait d'indépendants a besoin de se restructurer et de s'organiser. Donc, il n'y a rien d'original dans la démarche. Après, c'était face à une pression aussi commerciale, il y a eu besoin de... En face, ce sont des laboratoires mondiaux, souvent, des gens extrêmement puissants. Donc, c'est difficile pour un pharmacien à la fois de tenir une pharmacie, de gérer un approvisionnement, de gérer des obligations de reporting, de transparence, de tout ce que vous voulez. Donc, quelque part, Shiva avait besoin d'un bras supplémentaire. Okay. Ce sont les groupements. Ok, donc est-ce qu'il y a une faute ? Alors, on peut pas dire qu'il y ait faute, parce que pour qu'il y ait faute, il faut qu'il y ait violation de quelque chose. Bon. Et les groupements, par nature, sont des gens qui connaissent très bien l'univers où ils sont, donc ils connaissent les régulations. Le problème, c'est de savoir ce que vous faites du groupement. Quand vous faites un outil, la question, c'est vous en faites quoi ? La suspicion, c'est que ce soit un outil qui permette de faciliter le contournement de règles impératives. On est dans un domaine hyper régulé. Donc, cet opérateur ne serait-il pas, quelque part, une sorte de cheval de Troie qui permettrait d'éluder des contraintes ? Si on le voit comme ça, un groupement, il est suspect. D'accord. Si on le voit autrement, c'est-à-dire comme un chaînon qui va aider à optimiser le fonctionnement entre les différents opérateurs et notamment entre les fournisseurs de produits, de médicaments et le patient final, on peut avoir une vision beaucoup plus favorable. Ce qui s'est passé là, et d'ailleurs l'exposé des motifs de ce projet d'amendement est assez étonnant, explicite même. Ils disent bien que c'est un opérateur qui n'a pas de cadre déterminé et qui semble être plutôt de nature à opacifier les relations que les pouvoirs publics, c'est très transparent, et possiblement abriter des démarches futures de financiarisation de l'activité, c'est-à-dire de permettre qu'au lieu qu'on ait des opérateurs indépendants, parce que un pharmacien c'est indépendant, des groupes financiers pour avoir un intérêt via des groupements à prendre un contrôle plus ou moins direct des pharmacies. D'accord. Et donc, que cherche à faire le régulateur dans tout ça ? Alors, je me demande. C'est-à-dire que, en fait, je pense que le régulateur, il a principalement un premier problème, c'est de trouver comment on va arriver à faire des économies sur le secteur de la santé dans un pays qui a déjà les prix parmi les plus bas d'Europe. C'est plus sur le prix du médicament qu'on a beaucoup de marge. C'est difficile d'expliquer aux gens qu'on va limiter l'accès aux soins. Ça, politiquement, ça ne s'entend pas. Et donc, on essaie d'identifier s'il n'y a pas des opérateurs qui, dans cette chaîne, s'accaparent trop de valeur. D'accord. Et je pense que le fondement là qui s'est posé, c'est de se demander si on n'avait pas là un opérateur qui prend de la valeur et qui n'est pas légitime à le faire. D'accord. Donc, quels sont les conseils que vous pourriez donner sur des acteurs qui veulent se mettre peut-être déjà en conformité avec la loi, s'ils ne le sont pas, ou déjà se protéger ? Alors, ce que je crois, c'est que il est important de savoir, comme tout outil, ce qu'on veut en faire quand on l'utilise. Est-ce qu'aujourd'hui, une pharmacie qui est bien gérée peut se passer d'un groupement ? Je ne crois pas. Je crois que l'essentiel des pharmacies fonctionne via des groupements, et il y a une raison à ça, une nécessité. Mais ensuite, il faut être exigeant des deux côtés. C'est-à-dire qu'un pharmacien doit avoir des attentes d'efficacité de son groupement par rapport au coût qu'il va supporter du fait qu'il y adhère. Mais surtout le groupement, et là je pense que c'est là que la réflexion est la plus intéressante, qui est une interface entre ces pharmaciens isolés et les groupes industriels qui apportent des produits, il doit proposer quelque chose, un service efficace, réel, correctement valorisé. Une valeur, Une valeur ajoutée pour le système. Donc toute la réflexion aujourd'hui, que ce soit pour les groupements ou pour ceux qui les utilisent, c'est quelle est la valeur ajoutée et comment je la prouve. Pas simplement je l'affirme, je la prouve. Ok, parce que bien sûr, il y a la majorité peut-être des groupements qui fonctionnent dans les règles aujourd'hui. Ils ont une valeur qui est quand même, j'ai envie de dire, évidente, sinon il n'y aurait pas de groupement de pharmaciens qui y adhéreraient. Du côté des officinaux, quels sont les risques en fait d'adhérer à un groupement qui n'est pas en ligne avec la loi ? Alors, d'adhérer à un groupement, il n'y a pas de risque en soi, mais d'adhérer à un groupement qui vous ferait faire des actions répréhensibles pourrait exposer assez sévèrement la responsabilité des pharmaciens, puisque le pharmacien est in fine responsable de ce qu'il fait. Alors, même si on lui fait faire, c'est à lui de savoir s'il fait des choses conformes ou non conformes.
Ce que je crois, c'est que pour accompagner des groupements depuis des années, mais aussi des industriels et des laboratoires et aussi des pharmacies, on voit bien la complexité de ce rôle et son utilité. Et ce que je pense, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, c'est les groupements qui ont une grande partie de la responsabilité à apporter, c'est-à-dire de s'organiser et de s'expliquer sur ce qu'ils font d'une manière très claire, de mettre en place des documents clairs, d'avoir une capacité d'explication et de reporting pour protéger leurs adhérents et pour construire un écosystème, si vous voulez, qui ne peut pas être remis en cause. Il y a un risque, quand vous êtes un intermédiaire, vous pouvez toujours avoir le risque d'être borderline. Ça peut être tentant pour certains de se positionner sur des secteurs un peu délicats. C'est de la responsabilité et de la profession qui est assez organisée, il y a une chambre syndicale, etc., et des opérateurs qui travaillent avec ces gens-là, de vérifier qu'on est face à des opérateurs corrects. Et dans ma connaissance de ce marché, je crois le connaître bien, il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent très bien. Il faut continuer à ingérer les attentes des pouvoirs publics. Vous savez que c'est un secteur qui génère de la norme en permanence. Donc il faut être adaptable, il faut être imaginatif, mais il faut surtout être rigoureux. Il y a des principes très clairs en matière de santé publique. C'est un secteur qui est très important. On doit donc bien comprendre et bien appliquer les principes. Ok, et donc tous ces interlocuteurs, que ce soit les interlocuteurs des groupements, que ce soit des officinaux ou des laboratoires, du coup, vous leur recommandez en fait d'être vigilants à ces documents de preuve ou Oui, absolument. Je pense que c'est un secteur qui supporte plus l'à peu près. On est né de façon empirique. On a pu fonctionner de façon empirique. Mais la période de l'empirisme est passée. Aujourd'hui, on doit absolument entrer dans un domaine beaucoup plus régulé, beaucoup plus rigoureux, on dirait avec un anglicisme ACC, c'est-à-dire dans lequel on a vérifié que les positions qui sont prises sont juridiquement bien construites. Et ça, il y a des progrès à faire pour certains. Mais globalement, c'est intégré, si vous voulez. Par exemple, les outils contractuels qui sont proposés aujourd'hui pour organiser les relations entre les parties sont beaucoup plus structurés qu'ils n'ont été dans le passé. La connaissance des obligations de reporting et de compliance sont bien intégrées parce que les groupes industriels ont eux-mêmes une exigence interne qui augmente. Donc je pense qu'on est en train d'être... sur la bonne voie. Ouais, mais alors qui va se traduire notamment par probablement une concentration des opérateurs pour un détail critique. Il y a beaucoup de mouvements en cours. Un certain nombre d'opérateurs, un groupement, ça va de quelqu'un qui représente quelques pharmacies, une dizaine, à des opérateurs qui en représentent des centaines. Donc, ce spectre large va devenir compliqué à tenir. Il y a beaucoup de pression, elle a un coût à gérer. Donc, probablement, cette concentration des opérateurs va permettre de dégager progressivement des standards de profession et peut-être même un jour un statut. Plutôt que de l'interdire, on pourrait imaginer de l'organiser. Ou que les groupements eux-mêmes décident de s'adosser sur un des statuts qui existent déjà dans le Code de la santé publique, comme les courtiers, par exemple, qui sont régulés parce qu'ils ne touchent pas le médicament, mais ils en gèrent la commercialisation, ce qui pourrait être assez proche d'une partie des activités des groupements. Merci. Merci pour cette prise de conscience collective. Et peut-être que ça aidera des CAM, des directeurs commerciaux, des directeurs juridiques, à mieux être davantage vigilants sur leurs contrats. Je l'espère, et en tout cas, on ne peut pas faire l'impasse. Donc, Ok. Si on souhaite vous contacter le cabinet, où est-ce qu'on vous écrit ? Peut-être le plus simple, c'est de nous contacter sur LinkedIn, où le cabinet a une page qui décrit assez bien ce qu'on fait. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce nouvel épisode de PharmaMinds Insight. Ce format est tout nouveau, alors je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Partagez-moi vos retours en commentaire ou par message, ils sont précieux. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant sur votre application préférée pour être sûr de ne pas manquer les prochaines sorties. À très vite.